Immergé dans un univers complexe, l'homme est un être singulier confronté au mystère de son existence. À la recherche d'une logique et en quête de sens, de nombreux sentiers peuvent être empruntés, il n'y a pas de balises. Comment s'orienter? Dans ce buisson des possibles, la franc-maçonnerie offre une voie stable et référencée. Riche d'une histoire tricentenaire, elle offre aux cherchants la puissance de ses rites, de ses symboles et de ses initiations. C'est une démarche spirituelle et humaniste, à la fois intime et collective, avec pour toile de fond l'acceptation de la différence de l'autre et, surtout, le travail sur soi. Les rites pratiqués en franc-maçonnerie sont nombreux, et le rite de Memphis-Misraïm est l'un d'entre eux. La beauté symbolique de ces rituels nous vient du fond des âges et participe à l'élévation des âmes. De multiples sources sont à l'origine de la franc-maçonnerie. Pour débuter cet entretien, j'ai choisi de privilégier une version templière. Quand l'ordre du Temple a été dissous, les Templiers se sont éparpillés dans un certain nombre de pays et certains sont allés en Angleterre où ils ont été accueillis par la famille Sinclair qui se trouve du côté d'Édimbourg. Comme trace, il nous reste Roslyn Chapel, où les Sinclair ont fait construire une chapelle avec des symboles qui deviendront plus tard des symboles maçonniques. Il y a notamment le pilier du maître, le pilier de l'apprenti, un certain nombre de symboles que s'appropriera plus tard la franc-maçonnerie. En 1598, à Kilwinning et à Édimbourg, on a des traces de rituels maçonniques qui avaient été faits. Pendant tout le XVIIe siècle, cette franc-maçonnerie va se construire tout doucement. Et elle va prendre forme à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Alors, il faut peut-être venir sur l'histoire de l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À la fin du XVIIe siècle, Jacques II Stuart, qui était roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, se convertit au catholicisme et il veut recatholiser l'Angleterre. Alors pourquoi veut-il recatholiser l'Angleterre? Parce qu'en 1534, Henri VIII a voulu annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Il a demandé l'autorisation au pape pour cette annulation de mariage. Et Catherine d'Aragon avait une suivante qui était, ma foi, fort jolie et qui s'appelait Anne Boleyn. Et ça faisait 20 ans environ qu'il était marié avec Catherine d'Aragon. Il avait eu beaucoup d'enfants avec Catherine d'Aragon, mais tous étaient morts en bas âge, il lui restait qu'une fille. Or, pour une succession, il faut qu'il y ait un garçon. Le pape a refusé l'annulation de ce mariage et à partir de là, Henri VIII est rentré dans une colère absolument colossale et il a été à l'origine du schisme avec Rome et la création de la religion anglicane, qui est une religion qui est à mi-chemin entre le protestantisme et le catholicisme, mais qui n'est pas reconnue par Rome. Donc, Jacques Stuart voulait absolument recatholiser cette Angleterre, mais la noblesse et le Parlement étaient vent debout contre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont fait appel à Guillaume III d'Orange, roi des Pays-Bas, qui était protestant. Guillaume III d'Orange ne s'est absolument pas fait tirer l'oreille. Donc, la franc-maçonnerie, automatiquement, est devenue une franc-maçonnerie protestante, avec Guillaume d'Orange en place sur le trône d'Angleterre. Il est mort rapidement au bout d'une dizaine d'années
Et c'est un lointain cousin qui a pris la succession, qui s'appelait Georges Ier, et qui était de la maison de Hanovre, de la dynastie allemande des Braunschweig-Lunebourg. Et c'est cette dynastie allemande qui demeure toujours aujourd'hui sur le trône d'Angleterre. La reine d'Angleterre est une descendante de cette dynastie allemande. Le 24 juin 1717, la Grande Loge de Londres et de Westminster est créée et ce sont deux protestants qui vont être à l'origine de cette création, des Aguliers, qui était l'assistant de Newton, et puis Anderson, qui était pasteur anglican. Ils vont établir les règles de cette maçonnerie dite moderne et en 1723 vont être publiées les constitutions d'Anderson, qui sont aujourd'hui encore les bases, les fondements de la franc-maçonnerie. En 1738, il y a une scission, des désaccords se font jour, les uns et les autres sont féroces, tant et si bien que les dissidents prennent le nom de Grande Loge d'Angleterre. Cette querelle va durer pendant plus de 70 ans et il faut attendre 1813 pour que les frères se réunissent à nouveau et prennent le nom de Grande Loge Unie d'Angleterre. Et à partir de là, cette Grande Loge Unie d'Angleterre va rayonner sur l'ensemble de la maçonnerie en Europe et aux États-Unis, parce que la maçonnerie des États-Unis est issue de la franc-maçonnerie anglaise. Comment la franc-maçonnerie est venue en France? La plupart du temps par des loges militaires, et les premières loges apparaissent en France en 1725 et regroupées autour de l'Angleterre, mais à partir de 1755, très rapidement, les Français n'apprécient pas cette tutelle et finalement vont créer une grande loge dite de France. Mais cette grande loge de France va durer jusqu'à 1766 et puis elle va devenir moribonde et il faut attendre 1773 pour qu'il y ait la naissance du Grand Orient de France, qui marque un passage important dans la franc-maçonnerie française, puisque le Grand Orient de France va régner jusqu'à nos jours sur cette franc-maçonnerie. C'est un poids lourd de la franc-maçonnerie française. Alors, depuis 1773 jusqu'à nos jours, il est bien évident qu'il a changé de visage. Mais il n'empêche qu'il est toujours présent et qu'aujourd'hui, il a environ 50 000 membres, ce qui est absolument énorme. C'est la plus grosse obédience française, qui, paradoxalement, n'est pas reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, puisque seule la Grande Loge nationale française est reconnue en France par la Grande Loge Unie d'Angleterre. En 1798, Napoléon va faire sa fameuse campagne d'Égypte, qui est une catastrophe d'un point de vue politique. Par contre, d'un point de vue culturel, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Napoléon a fait de la franc-maçonnerie un outil d'État. D'ailleurs, son frère Joseph était grand maître du Grand Orient de France. Et la plupart des officiers qui entouraient l'empereur étaient francs-maçons. Quand ils sont allés en Égypte, ils ont découvert des résurgences de rites gnostiques. Les francs-maçons du Grand Orient de France s'en sont emparés et petit à petit est née une maçonnerie égyptienne, le rite de Memphis.
En 1815, ce rite de Memphis va s'installer à Montauban et c'est Samuel Onis et Marconis de Nègre qui se chargent de développer ce rite. Alors c'est un rite qui va être un petit peu chaotique. Il va connaître une période d'essor en 1848 et puis en 1851, au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il va être interdit. Les frères vont toujours se réunir, bien sûr, en catimini, mais il va falloir attendre la venue du général Garibaldi pour qu'ils connaissent une seconde vie. Le rite de Misraïm naît de manière antérieure, vers 1740. C'est un rite du bassin méditerranéen. Il y avait un grand ésotériste, le prince Raimondo di Sangro di San Severo. Il serait à l'origine de ce rite de Misraïm. Il y a des hommes célèbres. Il y a par exemple le chevalier d'Aquino, qui était grand maître national de la maçonnerie napolitaine. Il y avait Cagliostro. Et Cagliostro, c'est un grand homme qui fut extrêmement contesté et qui le demeure toujours aujourd'hui. C'est celui qu'on appellera plus tard le Grand Coft, est né en 1743 à Palerme. C'était un jeune garçon surdoué qui appartenait à une famille de la petite noblesse et qui avait le nom à l'époque de Giuseppe Balsamo. Et son oncle, qui appartenait à l'ordre de Malte, l'a amené auprès de Manuelo Pinto da Fonseca, qui était à l'époque le grand maître de l'ordre de Malte. Manuelo Pinto da Fonseca va tout de suite voir chez ce jeune homme de grandes possibilités. Il va le prendre sous son aile et lui enseigner l'hermétisme et l'alchimie. C'est un thérapeute, c'est un thaumaturge. À chacun de ses déplacements, il va avoir une kyrielle de gens qui vont se faire soigner et qu'il va guérir. Il avait un ennemi mortel en la personne de Louis XVI. Cagliostro avait prédit qu'il serait guillotiné et Louis XVI n'a jamais pardonné cette prédiction. Cagliostro va s'enfuir et va retourner en Italie, mais l'Inquisition est derrière lui et va s'en saisir. Ils vont d'abord l'incarcérer au château de Saint-Ange, où il va rester pendant quelque temps. Après, ils vont le faire abjurer, il va fouler aux pieds ses habits maçonniques. Et ensuite, il sera transféré au château de San-Léo. Alors nous avons des archives du souverain sanctuaire adriatique qui datent de 1788 où il apparaît que Cagliostro délivra une patente du rite de Misraïm dans une loge de Venise et à laquelle il ajouta l'échelle dite de Naples, ce qu'on appelle les arcana arcanorum, c'est-à-dire ce sont des enseignements d'origine chaldéenne. À partir du XIXe siècle, le rite de Misraïm est associé à la Carbonaria. La Carbonaria est un mouvement à forte connotation politique, c'est un mouvement secret. Toutefois, il faut savoir que la Carbonaria est à l'origine de l'unification de l'Italie. Alors cette Carbonaria est appelée charbonnerie en France. Alors cette charbonnerie va être très rapidement discréditée avec l'affaire des 4 sergents de La Rochelle. 4 jeunes militaires initiés à la charbonnerie s'en vantèrent. Ils ont été dénoncés et accusés de vouloir renverser la monarchie. Ils ont été guillotinés en septembre 1822 et en 1823, le rite de Misraïm est interdit.
J'ai parlé du général Garibaldi et de la charbonnerie, de la Carbonaria plus exactement, puisqu'il en était le grand maître. Et ce général Garibaldi va être l'unificateur du rite de Memphis-Misraïm en 1881. Malheureusement, il va décéder en 1882 et l'unification de ce rite n'est pas tout à fait faite. Il va falloir attendre quelques années plus tard pour que l'unification du rite soit effective dans les années 1890 avec la création d'une échelle à 97 degrés, c'est-à-dire 97 grades, qui va lui redonner une ossature, qui va lui redonner forme et qui va redynamiser ce rite de Memphis-Misraïm qui vraiment prend toute son ampleur à ce moment-là. À partir du XXe siècle, il y a vraiment de grands noms dans ce rite. D'abord, à partir de 1908, il y a Théodore Reuss. Ensuite, il va y avoir Papus, donc Gérard Ancos. Il va y avoir Théder, il va y avoir Bricot, il va y avoir Constant Chevillon. Constant Chevillon qui est mort, dénoncé et tué par la milice en 1944. Ensuite, il va y avoir Henri-Charles Dupont et va lui succéder Robert Amblin. Alors Robert Amblin, on peut dire que c'est lui qui a vraiment installé le rite de Memphis-Misraïm dans sa forme actuelle. Il a refondu les rituels, il lui a donné vraiment une vigueur. L'histoire de la franc-maçonnerie est une histoire très diversifiée. Chacun revendique le bien fondé de sa chapelle, mais nous sommes unis par des idées et des concepts forts comme la fraternité, la bienveillance. Ce sont les deux éléments fondateurs d'une franc-maçonnerie qui va demeurer pérenne, parce que nous véhiculons de belles valeurs. Mais il faut les conserver, il faut s'unir pour les transmettre, parce que la franc-maçonnerie, c'est une histoire de transmission. Et ça, c'est fondamental. Thank you.